Bonjour, c'est Fabrice d'Almeida. Dans cet épisode, je vous emmène en Espagne, à Madrid, sur les traces d'un petit prince qui s'apprête à devenir un grand roi, Juan Carlos d'Espagne. Au cœur de l'histoire. Voilà une extrême droite qui présente des candidats ouvertement franquistes, qui raconte que la violence de genre est une escroquerie, qui veut privatiser le système de retraite et supprimer le salaire minimum. C'est pas une question de gauche ou de droite. Simplement, personne ne veut revivre ce qu'on a enduré sous Franco. Faut pas déconner. Je suis très contente parce qu'en Espagne, on avait les risques de la ultraderecha, de l'extrême droite. Alors l'Espagne a voté contre l'extrême droite et contre la corruption. C'était Pedro Sánchez, le socialiste, chef du gouvernement espagnol, puis deux électeurs qui s'exprimaient sur le résultat des élections législatives tenues en Espagne le 28 avril dernier. Le Parti socialiste est arrivé en tête, bien sûr, mais un parti a surpris. Vox, une nouvelle force à l'extrême droite qui inquiète beaucoup les Espagnols. Il faut dire que l'extrême droite en Espagne est douloureuse à la mémoire. Elle renvoie à la dictature du général Franco qui s'est éteinte il n'y a pas si longtemps que cela, en 1975. Et cette transformation a été largement due à la personnalité d'un homme, Juan Carlos d'Espagne, devenu roi avant plus tard d'abdiquer. C'est ce destin que nous allons suivre aujourd'hui pour penser la démocratie espagnole et ses fantômes autoritaires. Et je vous emmène au cœur du franquisme. Notre histoire commence par un petit matin. Au loin, le son d'un train qui roule à vive allure dans la campagne espagnole, à une vingtaine de kilomètres de Madrid. Depuis la veille, il est parti de Lisbonne. Nous sommes en décembre 1948 et un comité d'accueil attend patiemment l'arrivée de ce convoi. Lorsqu'enfin le train s'arrête, tous les regards se dirigent vers un enfant qui descend sur le quai de la gare. Il a tout juste 10 ans. Ses vêtements sont ceux des petits de son âge, avec un pull bleu marine, un bermuda beige. Il se remarque par la blondeur de ses cheveux et son sourire franc et sympathique qui souligne son air juvénile. C'est la première fois que ce garçon pose un pied en Espagne, lui qui a grandi entre Rome et Lisbonne. Il arrive dans un pays qu'il ne connaît pas, dont il a entendu parler bien sûr, mais dans lequel il n'a aucun repère. Il est comme parachuté dans un nouvel univers. Pour faciliter son arrivée, d'autres enfants ont été conviés sur le quai pour l'accueillir. Assez vite, il repère que leur nouveau compagnon de jeu parle avec une pointe d'accent étranger. Mais ils sont loin de se douter que ce nouveau membre est le tout jeune Juan Carlos de Bourbon, descendant de la maison des Bourbons, né le 5 janvier 1938 à Rome. Il est le fils de Juan Carlos Alfonso Victor Maria de Borbón y Bourbon. Il est le petit-fils du roi Alphonse XIII, parti en exil avec sa famille, après l'instauration de la Deuxième République en 1931. Si Juanito fait son premier voyage en Espagne en cette année 1948, c'est pour une raison bien précise. C'est parce que le général Franco, surnommé le caudillo, le chef en espagnol, celui qui a remporté la victoire contre les républicains et dirige un régime politique de fer depuis 1939, en a fait la demande. Il a expressément exigé que le jeune Juan Carlos revienne d'exil pour faire ses études militaires. Franco veut se rapprocher du jeune garçon, il veut avoir la main sur son éducation et pouvoir s'entretenir avec lui quand il le souhaite. En réalité, Franco a déjà pensé à tout. En 1947, il a décidé que la monarchie serait rétablie en Espagne. Mais c'est lui, et lui seul, qui décidera qui sera le roi et quand. Pour lui, pas question de faire monter sur le trône Don Juan, le père de Juan Carlos, ce roi en exil qui a toujours soutenu les républicains, les ennemis jurés de Franco. Cela fait quelques années que Don Juan tente de se rallier aux franquistes pour revenir au sein du jeu politique espagnol, mais Franco le repousse et ne veut lui donner aucune légitimité. Car Don Juan et Franco ont fait des choix jusqu'alors très différents. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le général Franco s'est aligné sur Hitler et les forces de l'Axe, alors que Don Juan, dès 1945, demande le retour de la démocratie en Espagne. Alors forcément, avec la guerre, il s'attend d'abord à ce que les Alliés renversent le gouvernement de Franco et qu'ensuite ils le fassent monter sur le trône.
car il faut bien avoir à l'esprit que Don Juan n'a jamais régné. Pour être prêt lors d'une intronisation qu'il rêve, la famille royale s'est installée à Estoril, au Portugal, tout près de la frontière. Mais rien ne va se passer comme le monarque l'avait espéré. Bien au contraire. Les Alliés vont soutenir Franco au nom de la lutte qu'il partage avec le caudillo contre le communisme. Don Juan est donc d'autant plus inquiet qu'il constate que Franco s'intéresse de plus en plus à son propre fils, Juan Carlos. Mais que veut-il à cet enfant d'à peine 10 ans ? Pourquoi lui manifester autant d'intérêt ? Surtout, pourquoi Juan Carlos est-il le seul membre de la famille royale exilée à être autorisé à revenir vivre en Espagne ? Pour Don Juan, naît une interrogation. Ne serait-ce pas une manœuvre du général pour essayer de l'écarter du pouvoir et d'écarter tout espoir de restauration en Espagne ? Car déjà, à l'époque, il devine que le caudillo a des projets bien précis pour Juan Carlos. Le petit Juan Carlos est donc pris en otage et en tension entre d'un côté le général qui l'invite à revenir dans son propre pays et de l'autre côté son père qui espère encore une restauration. Sans en avoir conscience, Juan Carlos va être instrumentalisé par les deux camps qui cherchent à le mettre sous leur tutelle. Bientôt adolescent, Juan Carlos va se préparer à une tâche colossale. Réunir autour de la monarchie deux Espagnes. Deux Espagnes traumatisées et ravagées par la guerre civile, car encore à cette époque, les putschistes menés par Franco et les républicains se livrent à une lutte à mort. C'est donc dans cette atmosphère particulière que le petit Juan Carlos va vivre ses années en Espagne. Il y fait des études secondaires, puis il entre à l'Académie générale militaire de Saragosse avant de rejoindre l'École navale de marine, puis l'Académie générale de l'air entre 1957 et 1959. Il complète sa formation par des études en économie, en politique et en droit à l'Université de Madrid. C'est à cette époque que le régime prend vraiment en main le prince. Franco et sa garde rapprochée concoctent au jeune homme un emploi du temps bien fourni, composé de visites dans les différentes provinces du pays, dans les entreprises, dans les ministères, dans les administrations. Son éducation se déroule sous le contrôle direct de Franco. Quelques critiques commencent à émerger alors au sein de l'opposition démocratique, des mouvements étudiants, des intellectuels. Pour eux, Juan Carlos apparaît comme un pantin manipulé par Franco. Mais Juan Carlos poursuit son chemin et se moque des médisants. En approchant la trentaine, il a tous les attributs d'un jeune roi en devenir. Une apparence soignée, un peu celle d'un gendre idéal. Il est très grand, et des rumeurs circulent d'ailleurs sur sa personnalité volage, son caractère de séducteur. Le charme du prince, sa prestance, son sens du devoir attirent la gente féminine à cette époque. Il aura d'ailleurs une liaison avec la séduisante princesse Marie-Gabrielle de Savoie, la fille d'Umberto II, ancien roi d'Italie. Malgré sa beauté, la finesse de ses traits, sa lignée prestigieuse, Franco ne veut pas de la princesse comme souveraine d'Espagne. Elle aurait selon lui des idées trop modernes. C'est dire à quel point la vie sentimentale même de Juan Carlos est surveillée de près. Le jeune Juan Carlos côtoie des gens de son âge. Il rencontre de plus en plus de princesses. Il participe même à un événement particulièrement mondain. La croisière des princes, c'était en 1954. Le principe est simple. Les héritiers et les descendants de familles royales se retrouvent pour faire connaissance et nouer des relations sur un yacht. C'est alors qu'il fait la connaissance d'une cousine éloignée, Sophie Marguerite Victoire Frédérique de Grèce, princesse de Grèce et de Danemark, la fille aînée du roi de Grèce, Paul Ier, et de la reine Frédérica. Elle a passé, comme Juan Carlos, une partie de son enfance en exil. Cela les rapproche. Évidemment, le jeune prince avait remarqué cette belle ligne, une jeune fille brune élancée au large sourire. Elle est polyglotte, et au regard de ses études d'archéologie, elle est même intellectuellement brillante. Sophie connaît bien la réputation de Juanito, ce prince sportif, séduisant, qui attire l'œil des journaux, un peu people. En 1957 d'ailleurs, Juan Carlos fait la une du magazine américain Life en tant que futur roi d'Espagne. Sophie est attirée par ce prince à la trajectoire fulgurante.
5 ans plus tard, le 14 mai 1962, leur mariage sera célébré à Athènes lors de noces grandioses qui réunissent tout le Gotha européen. Ce mariage, Juan Carlos n'en aurait pas parlé à Franco avant qu'il se réalise. Il n'aurait pas demandé l'assentiment du caudillo. Ce dernier l'aurait appris seulement quelques jours auparavant et, devant le fait accompli, aurait manifesté une forme de ressentiment. Mais une fois marié, le couple royal réserve sa première visite au général Franco. Et cette fois, c'est son père, Don Juan, qui est mécontent du privilège accordé au dictateur. C'est un signe que, à 24 ans, Juan Carlos commence à se délaisser de cette image de jeune souverain facile à manipuler. Peut-être même essaye-t-il de gagner sa liberté. Quoi qu'il en soit, après leur voyage de noces autour du monde, le couple s'installe au palais de Zarzuela, à Madrid. C'est une ancienne résidence de chasse, transformée désormais en palais officiel en résidence du général Franco et donc de Juan Carlos. Ce dernier continue de se familiariser avec les administrations, le fonctionnement des ministères, mais il amorce aussi une relation plus intime avec les médias. Politiquement, il ménage les franquistes, les nationalistes du mouvement Movimiento et les phalangistes. Mais est-il vraiment franquiste ? En 1966, Don Juan organise une grande cérémonie à Estoril pour commémorer la mort d'Alphonse XIII, son père décédé 25 ans auparavant. C'est le grand-père de Juan Carlos. C'est à ce moment-là que le jeune prince décide de prendre en main une partie de son destin. Il refuse de se rendre à la cérémonie et prétexte une vague maladie. Il sait pourtant combien ce type d'événement est fondamental dans la famille royale. Ce sont les moments où l'on renouvelle publiquement son allégeance à son père. Le symbole est fort. Pour la première fois, il a choisi d'assumer une forme d'indépendance par rapport à son père. Don Juan commence à penser que Franco a gagné la bataille et que désormais, il ne pourra plus revenir sur le trône. Cette pensée va se confirmer en 1969. En juillet, Franco convoque Juan Carlos et lui demande d'être son successeur en tant que roi. Le dictateur est déjà malade. Il exige que Juan Carlos lui réponde le plus vite possible pour qu'il lui donne de réels gages de fidélité. Le prince accepte. Le 23 juillet, l'heure est solennelle. Il prête serment et jure fidélité à Franco. La rupture avec son propre père est inévitable. Ce dernier, pourtant fils de roi et père de roi, en est désormais certain, il ne montera jamais sur le trône d'Espagne, car son fils l'a trahi. On dit que Juan Carlos a pris la couronne de son père et que la dynastie est rompue. Dans sa biographie de Juan Carlos, l'historienne et journaliste Laurence Debray rapporte des propos à son père au moment où Franco le presse de lui prêter allégeance. « Papa, si tu m'interdis d'accepter, je fais les valises, je prends Sophie et les enfants et je pars. Je ne pourrai pas continuer à vivre à la Zarzuela si au moment décisif où l'on m'appelle, je n'accepte pas. Ce n'est pas moi qui est intrigué pour me faire nommer. Je suis d'accord qu'il serait préférable que tu deviennes roi, mais si la décision est déjà prise en ma faveur, que peut-on y faire ?» Ainsi, le jeune héritier a décidé de rompre avec sa docilité habituelle pour préserver les intérêts généraux de la famille des Bourbons. Et il sait aussi à quel point l'Espagne, profondément divisée, a besoin d'une rupture nette, claire, avec le franquisme pour se reconstruire. Un exemple montre ces tensions terribles au cœur des années 70. Le 4 décembre 1973, une puissante bombe posée par des activistes de l'ETA, des indépendantistes basques, fait exploser la voiture de Luis Carrero Blanco, le numéro 2 du régime. C'était un homme de 70 ans farouchement anticommuniste, considéré comme un véritable danger, car il aurait pu assurer la continuité à la mort de Franco. Juan Carlos a conscience qu'il ne fait pas lui non plus l'unanimité sur l'échiquier politique espagnol. Mais tout va s'accélérer. Le décès, le 20 novembre 1975, du généralissime Franco change sa destinée politique. Cet événement est annoncé partout dans le monde et suscite en Espagne une très grande émotion dont Europe 1 s'est fait l'écho. Je viens de gravir les marches du Palais Royal, place de Oriente. Ils sont là plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers qui ont piétiné depuis le début de l'après-midi pendant 10 heures, parfois plus, pour voir leur Dieu statufié pour l'éternité.
Ils montent les marches, passent une première salle, et tout à coup, ils arrivent dans cet endroit qui pour eux est le lieu sacré. Sous les lustres et la lumière crue des projecteurs repose Franco dans un lourd cercueil aux poignées de bronze. Dans ce contexte d'émotions extrêmes, de tension, d'interrogation du peuple espagnol, Juan Carlos doit prendre ses responsabilités. Enfin, après toutes ces années de doute, après tant de rivalité entre ses deux tuteurs, son père et le dictateur, le petit Juanito est arrivé au moment tant attendu. Il va être intronisé. Le 22 novembre 1975, Juan Carlos entre dans l'Assemblée des Cortes, la Chambre des députés. C'est une Rolls-Royce qui appartenait à Franco qui a permis de l'emmener jusqu'à ce lieu. Il a revêtu l'uniforme du capitaine général. À ses côtés se tient sa femme, Sophie de Grèce. Il lève la main et prête serment sur les évangiles et sur les lois fondamentales de l'Espagne. Écoutez comment, à l'époque, les liens étroits avec l'héritage de Franco sont pointés. Je jure sur Dieu et sur les saints évangiles de respecter et de faire respecter les lois fondamentales du royaume, ainsi que de rester fidèle aux principes qui font le movimiento national. Messieurs les conseillers, avec toute l'émotion que nous procure le souvenir de Franco, vive le roi! Il serait donc le successeur de Franco, pourtant très vite. Le jeune roi va briser cette image de petit protégé du généralissime. À 37 ans, il veut liquider le franquisme, être l'artisan de la transition démocratique de son pays. Pour cela, il va s'appuyer sur un homme politique issu de l'appareil franquiste, Adolfo Suárez. Cet ancien phalangiste va réunir autour de lui des personnalités converties aux principes démocratiques, issus principalement du franquisme et de la phalange espagnole, mais aussi des sociodémocrates, des libéraux et des démocrates chrétiens. L'idée est que l'Espagne soit moins isolée et rejoigne le cortège des nations démocratiques. Le 8 février 1977, sous la pression de Juan Carlos, les principaux partis politiques, dont le Parti socialiste ouvrier espagnol et le Parti communiste d'Espagne, sont légalisés. Dans le même temps, le parti unique qu'est la phalange espagnole est dissoute en avril. C'est dans ce contexte que sont organisées les premières élections libres en Espagne depuis plus de 40 ans. Elles sont remportées par une coalition emmenée par Adolfo Suárez. Le Parti socialiste a un peu manqué son entrée. La dictature franquiste sera donc abolie le 6 décembre 1978 lorsqu'une nouvelle constitution est adoptée. Elle fait de l'Espagne une démocratie parlementaire avec un roi comme chef de l'État. C'est l'intelligence politique de Juan Carlos qui a permis cette transition pacifique. Pourtant, le roi n'est pas encore regardé comme la vivante image de la démocratie. Une partie des Espagnols lui reproche d'avoir vécu trop longtemps sous la férule de Franco. Certains pensent qu'il pourrait avoir des arrière-pensées non démocratiques. Un événement va modifier considérablement son image. Nous sommes le 23 février 1981 à Madrid. Il est 18h20 dans le siège des Cortes, l'Assemblée parlementaire espagnole. La salle est pleine. Les 350 députés s'apprêtent à voter. Le silence est complet car on est à l'heure de l'élection du Premier ministre. Soudain, les députés entendent des bruits dans les couloirs. Et brusquement, ils assistent à l'impensable. À la surprise générale, des soldats sont entrés dans l'hémicycle. Un homme apparaît en tenue militaire, pistolet au poing. Cette silhouette, tout le monde la reconnaît. C'est le colonel Antonio Terrero, le chef de la garde civile, un activiste de droite. Rejoint par quelques centaines de soldats, il a organisé ce qui ressemble à une prise d'otage autant qu'à un coup d'État. Les rares députés qui ont essayé de se dresser face à lui ont été frappés. Maintenant, ils sont tous allongés sur le sol. Leur sort ne tient qu'à un fil. Le pays va-t-il basculer vers la dictature? L'armée va-t-elle suivre Terrero? Ou bien va-t-elle rester fidèle au nouveau régime politique? À 1h du matin, alors que la crise n'est toujours pas dénouée, Juan Carlos apparaît sur les écrans de télévision. Pour l'occasion, il a revêtu son grand uniforme de commandant en chef des armées. Voici son discours.
La couronne, symbole de la permanence et de l'unité de la patrie, ne saurait tolérer en aucune façon des actions ou des attitudes de personnes qui prétendraient interrompre le processus démocratique que la Constitution votée par le peuple espagnol a fixé en son temps au moyen d'un référendum. Cette allocution, brève mais percutante, change le cours des événements. L'armée espagnole réaffirme sa fidélité au roi et désavoue les putschistes du colonel Terrero, qui pensaient pourtant être largement suivis. Au bout de 17 heures, la tentative de coup d'État a échoué, les députés sont libérés, la démocratie repart. Cet épisode a radicalement transformé l'image du souverain, qui est maintenant considéré comme le fondateur et le sauveur de la démocratie en Espagne. Pourtant, quelques années plus tard, des doutes vont être émis. Des journalistes feront l'hypothèse que le roi aurait peut-être conspiré pour éliminer son grand adversaire Adolfo Suárez en utilisant le coup d'État du colonel Terrero. Et pire, en février 2012, une chaîne de télévision, La Sexta, provoque une polémique en émettant l'idée que le roi aurait même fait ce faux coup d'État pour se donner une bonne image de démocrate. Dans tous les cas, Juan Carlos et les Espagnols, à partir de 1981, vont avoir une relation toute nouvelle. C'est le cas notamment pour les Catalans. Longtemps considérés comme les adversaires de Franco, ils ont construit une culture démocratique relativement autonome. À partir de 1977, on va reconnaître largement l'autonomie de la Catalogne. Juan Carlos ira plus loin. Il effectue un grand voyage et une grande parade en 1981 à Barcelone, en Catalogne, et à cette occasion, on peut constater la popularité de la monarchie, ainsi que l'ancrage des Catalans dans l'Espagne libre. Le roi est donc bien le symbole de l'unité retrouvée de l'Espagne, ainsi que le chef d'un État démocratique. À l'image des monarchies modernes de l'Union européenne, il a une fonction plutôt symbolique. Il règne, mais il ne gouverne pas. Il assure aussi la représentation du pays en recevant des chefs d'État étrangers ou en se rendant lui-même en voyage à l'extérieur. Durant tout son règne, les médias espagnols ont exposé la vie de la famille royale. Sa femme Sophie et leurs 3 enfants, Elena, Cristina et Felipe, sont constamment pris en photo lors de rencontres officielles, de dîners mondains ou lors de compétitions sportives. Passionnés de bateaux, Juan Carlos et Sophie parcourent le monde pour participer ou assister à des grandes compétitions de voile. Les Espagnols se sont pris d'affection pour cette famille royale, constamment sous le feu des projecteurs. Cette peopleisation, comme on dit, a donné une certaine proximité à la famille royale dans la vie quotidienne des Espagnols. Mais, au début des années 2010, tout ce système va brusquement être bloqué. Une série de scandales très différents s'abattent sur Juan Carlos et sur sa famille. Tout commence en 2011. Le gendre du roi Juan Carlos est accusé d'avoir détourné, entre 2004 et 2006, des subventions attribuées à une fondation à but non lucratif qu'il présidait, une fondation appelée NOOS. En février 2017, il est même condamné à 6 ans et 3 mois de prison et à 500 000 € d'amende pour détournement de fonds publics, fraude fiscale et trafic d'influence. Mais les polémiques ne se limitent pas à cette affaire. D'autres visent directement le roi. Un exemple. En avril 2012, Juan Carlos est victime d'une fracture de la hanche lors d'une chasse au trophée d'éléphant au Botswana. Cette nouvelle crée un tollé en Espagne. Il y a d'abord les défenseurs de la nature et les adversaires de la chasse qui y voient une activité anachronique. Et puis il y a ceux qui regardent l'aspect comptable. Ce voyage aurait coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros aux contribuables espagnols, alors que le pays traverse une grave crise économique et subit une politique d'austérité. Le 18 avril 2012, le roi a donc dû présenter ses excuses à la nation. Mais un autre scandale, de plus grande ampleur, éclate alors autour des relations saoudiennes du roi. Il est crédité d'un rôle décisif dans l'attribution à un consortium espagnol d'un contrat de plus de 6 milliards d'euros pour faire circuler des TGV en plein désert saoudien jusqu'à la Mecque. Alors évidemment,
La famille royale a bien tenté de résister en jouant justement sur la pupillisation et en organisant, en mai 2014, un grand mariage, celui de Felipe de Borbón avec Leticia Ortiz Rocasolano, une journaliste espagnole. Mais rien n'y fait. La pression monte sur le souverain. Dans ce contexte inédit, la monarchie ibérique est fragilisée. Le roi âgé de 76 ans prend donc une décision radicale. Le 2 juin 2014, le président du gouvernement, Mariano Rajoy, déclare que le roi Juan Carlos a décidé d'abdiquer en faveur de son fils, Felipe, le prince des Asturies. Le 18 juin, l'abdication est effective. Le lendemain, Felipe devient roi au moment de la publication de la loi organique d'abdication au bulletin officiel. Il portera le nom de Felipe VI, Philippe VI. Ce passage de flambeau n'empêche pas que des manifestations anti-monarchistes se déroulent. Voici comment Europe 1 rendait compte de la principale à Barcelone. Je réclame les fins de la monarchie. Je crois que c'est un régime très anachronique. Le fils devient le chef d'État parce que c'est le fils de son père et c'est pas normal. Bien sûr, Felipe VI est face à un large défi. Essayer de redresser l'image de la famille royale après tous ces scandales. Son épouse, Leticia, ancienne roturière au style moderne et au franc-parler, apparaît aujourd'hui comme un atout précieux pour la monarchie. Le jeune couple donne une image de dynamisme dans une Espagne en redressement. Quant à Juan Carlos, de son côté, il est passé dans l'ombre. Il tient audience dans ses bureaux au rez-de-chaussée du Palais Royal, en plein cœur de Madrid, laissant à Felipe l'usage de la zarzuela, ce pavillon de chasse, siège officiel du chef de l'État et de la maison royale. L'ancien roi se fait discret. Il fuit les interviews. Par modestie et aussi pour ne pas encombrer la place de la nouvelle génération, comme il l'a dit, fier d'avoir transmis la couronne à son fils. 5 ans après son abdication, Juan Carlos joue au golf et continue de s'adonner à sa vieille passion, la voile. Cette nouvelle existence de roi retraité s'est vite organisée d'ailleurs autour de ses entraînements, si bien qu'en 2018, il a même remporté le championnat du monde de voile dans la catégorie des 6 mètres. Grâce à la voile, il s'est forgé un nouveau réseau d'amis, de complices, parfois anciens. Avec eux, il partage les blagues, les souvenirs, et loin de la politique, il se souvient aussi, à l'occasion, qu'il a été un roi, un grand roi même, celui qui a ramené l'Espagne dans le giron des nations démocratiques. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio, présentée par Fabrice Dalméda, Préparé par Adèle Salmon, réalisé par Julien Tarot. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute. À bientôt pour un prochain épisode.